Bonjour à toutes et à tous. À Novabuild, dont je suis le directeur, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui Michael Suchanek, qui va venir me rejoindre dans quelques instants sur la scène. Dans notre rôle d'accélérateur des transitions du BTP et de l'immobilier, Novabuild accompagne ses adhérents à mieux préparer demain, à résoudre à plusieurs les problèmes que les uns ou les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas résoudre seuls. Le bâtiment, les infrastructures sont des formidables intégrateurs de solutions. Nous offrons, notamment aux acteurs du numérique, un magnifique terrain de jeu. C'est le sens de la présence de Novabuild ici au sein de Digital Change. Contactez-nous et nous vous mettrons en relation avec des acteurs innovants du BTP et de l'immobilier, comme par exemple Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Bouygues Bâtiment Grand Ouest, un de nos adhérents, et que vous pouvez retrouver ici au cœur de l'espace B2BIM, est un acteur local, régional, implanté sur notre territoire. Il est reconnu pour sa fiabilité, son expertise technique et une orientation forte autour de l'innovation. Je pense que vous avez tous en tête cette maison imprimée en 3D avec Nantes Métropole Habitat l'année dernière. Avec ce bâtiment démonstrateur, l'entreprise a prouvé sa maîtrise du chantier numérique et connecté. Et du chantier connecté au bâtiment connecté, il n'y a qu'un pas. Et Bouygues Bâtiment Grand Ouest a livré cette année, l'année dernière, en 2018, à La Roche-sur-Yon, pour le Crous et Orion, un bâtiment dénommé Alpha City. C'est le premier ouvrage en France utilisant la solution de bâtiment connecté Wizome, entièrement construit en BIM, et offrant à ses utilisateurs, des étudiants, un bouquet de services complet au sein du bâtiment lui-même et entre ses occupants. Mais aussi avec la ville, les modes de transport, par exemple. Car on le sait désormais, la ville de demain, la ville intelligente, viendra connecter des objets, mais aussi des bâtiments connectés, et c'est la mission de Bouygues Energy Service. Son métier, c'est d'être au service de la ville, le facility management, la gestion de la fibre optique, l'éclairage public. Bouygues Energy Service, par exemple, gère l'éclairage public de la ville de Paris depuis quelques années, avec un objectif de réduction des consommations énergétiques de 30%, par exemple. C'est dans ce cadre que Bouygues Energy Service a développé pour la ville de Dijon le premier contrat de Smart City de France, contrat global qui connecte tous les flux avec un grand niveau d'intégration. Et en savoir plus sur ce projet, pour nous, en Pays de la Loire, est particulièrement important parce que, depuis l'annonce du maire d'Angers de lancer à son tour la Smart City dès 2019. C'est pour cette raison que je suis ravi d'appeler sur scène c'est comme ça que la presse l'appelle, le chef d'orchestre de la qualité de vie de la métropole dijonnaise, Michael Suchanek, directeur des services à la ville de Bouygues Energy Service. Bonjour Michael Suchanek. Bonjour à tous. Alors votre intervention fait le lien entre deux complexités, l'humain, la ville d'un côté, le digital de l'autre, et votre intervention a comme titre, pour faire simple, la Smart City, on fait comment? Vous croyez vraiment qu'on peut simplifier la Smart City? Alors, je pense qu'on peut la simplifier, c'est l'enjeu et c'est l'intérêt de ma présence sur scène aujourd'hui. Et je pense qu'associer l'humain à la technologie et aux infrastructures, c'est certainement un des éléments clés de réponse à cette question. Donc je vous propose, au cours de cette intervention, d'échanger avec vous et de partager la vision qu'on peut pousser chez Bouygues Energy Service, qui consiste à travailler sur des Smart Cities inclusives, travailler sur des Smart Cities où l'humain et les usages pour nous, citoyens, sont au cœur des projets, qui sont, selon moi, les clés de réussite de ces projets. À vous, l'intervention. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai la chance de participer au sein de Bouygues Energy Service au développement de ces thématiques nouvelles, de pousser les thématiques de territoire connecté ou de territoire intelligent, parce qu'on parle davantage de territoire que de collectivité, et de porter des projets de la phase d'appel d'offres jusqu'à la phase de réalisation pour des villes plus saines, plus efficaces, plus économiques, plus résilientes et plus au service de leurs citoyens. Alors la Smart City, pour faire simple, on fait comment? Vaste sujet, c'est parfois plus compliqué que de faire simple. On va essayer au moins ce matin de poser des jalons, de donner des grandes idées, des grands principes et quels sont les enjeux qu'on poursuit lorsqu'il s'agit de pousser une thématique de ville ou de territoire intelligent. Alors déjà, si on part assez globalement,
d'une vision peut-être globale et mondiale de la Smart City. Y a-t-il un modèle français? C'est la question qu'on peut se poser. Pour en arriver là, on peut regarder, et quand vous empruntez les travées, par exemple, d'un congrès Smart City comme celui de Barcelone, qui pose quand même le débat de la Smart City assez globalement, on imagine ou on constate plutôt qu'il y a un modèle américain ou nord-américain qui est très posé sur la donnée, la commercialisation de la donnée, le côté marchand, ou comment on va pouvoir utiliser nos données ou tout un tas de jeux de données pour pouvoir vendre plus, vendre davantage, vendre mieux. Donc c'est un modèle, pas forcément le nôtre, où les GAFA ont leur rôle à jouer, où les Amazon et Google sont extrêmement présents, sur des rôles marchands, mais sur des rôles également différents. Aujourd'hui, on voit que Google, avec une spin-off qui s'appelle Sidewalk Labs, se pose comme aménageur des territoires et vient de remporter à Toronto, sur le projet de Waterfront Toronto, l'aménagement d'un îlot. C'est-à-dire qu'il se pose en promoteur immobilier. Il désintermédie quelque part la chaîne de création et de construction, en travaillant sur les usages, en travaillant sur l'utilisation des données et sur la valeur d'usage que va pouvoir avoir un bâtiment. Donc ça pose quand même une question et ça bouge les lignes par rapport à la perception qu'on a, nous, Français, du marché de la construction au marché du développement. À l'extrême opposé, en Asie, en Chine en particulier, la Smart City, c'est quoi? La Smart City, selon ma perception, chez eux, ça va être des grands centres de pilotage urbain où la thématique de la sécurité, ou la thématique de la sûreté, ou la surveillance des populations, des comportements est centrale. C'est un modèle un peu plus orwellien de la Smart City, auquel on n'adhère pas forcément. Mais voilà, c'est comme ça qu'on le constate. C'est plus froid, c'est moins incarné, évidemment, c'est moins lié à l'usage, c'est plus sur une thématique sûreté et sécurité. Pour les pays en développement ou en forte accélération, comme en Afrique ou dans le Golfe par exemple, là la thématique elle est tout autre. On crée des villes en partant de rien, from scratch, dans le sable, on construit une ville. Ça a de grands avantages, c'est qu'on peut penser d'ores et déjà aujourd'hui les infrastructures comme étant connectées. On va avoir de la fibre optique partout, on va développer des infrastructures de transport hyper modernes, et donc on va très rapidement franchir les étapes qu'on va mettre peut-être plus de temps à franchir sur le vieux continent. Mais le corollaire de ça, c'est que ce sont des villes ou des territoires qui sont moins incarnés, où il va falloir faire venir des populations. Forcément, on est moins sur de l'attractivité, moins d'héritage du passé. Et donc, il y a eu des projets en Asie notamment, où on a créé des smart cities pour des millions d'habitants, et au final, avec toutes les facilités qu'on peut imaginer, tout le niveau de collectivité qu'on peut imaginer, mais au final, il n'y a pas eu tant de citoyens que ça qui sont rendus dans ces endroits, parce que moins portés sur le bien-être, moins portés sur la qualité de vie peut-être, en tout le moins incarné. Et si on converge vers nous, l'Europe et la France, y a-t-il un modèle français? Ce qu'on constate, c'est que chez nous, il y a un héritage du passé, il y a du patrimoine, il y a une authenticité, on a une histoire, on a un socle d'infrastructures existantes qui sont dans l'état dans lequel elles sont, mais c'est un capital sur lequel travailler pour développer des projets de Smart City. On est également davantage, chez nous en France et en Europe, sur des thématiques de bien-être. Le green, bien se sentir dans sa ville, la douceur angevine dont on parlait tout à l'heure, le savoir-vivre ou le bien-être à la française est un élément clé, et c'est un élément sur lequel les collectivités travaillent pour également faire venir des populations chez elles. Donc les Smart Cities, selon moi, en France, doivent être au service d'une meilleure qualité de vie dans les villes qui s'y intéressent. Et elles sont davantage basées sur une logique de co-construction entre un écosystème partenarial, entre des entreprises et entre la collectivité elle-même. Elles ne se décrètent pas, ce n'est pas quelque chose de top-down, mais c'est plutôt dans la concertation, dans la discussion, dans l'échange, dans la co-création, qu'on va pouvoir, selon nous, bâtir le modèle français de la Smart City. En tous les cas, compte tenu de ce côté héritage du passé, patrimoine, qui est autant un capital d'ailleurs, il me semble qu'elle est faite sur mesure, la Smart City à la française. Elle ne part pas du sable, elle ne part pas que de la donnée, mais elle est faite sur mesure. Voilà globalement ce qu'on peut imaginer, selon nous, comme vision française de la Smart City. Alors, est-ce qu'il y a une recette? Ça serait facile s'il y en avait une. Mais ce qu'il me semble, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments clés dont il faut disposer quand on est une collectivité, si on veut lancer une Smart City ou un projet de territoire connecté. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit incarné, et incarné par une vision politique forte. Tous les projets qui sont des succès sont des projets qui sont portés par une personne qui inscrit ça dans son agenda politique, dans son calendrier électoral, et qui se donne les moyens de son ambition. Que ce soit des moyens internes, que ce soit une mise à l'échelle aussi. On constate qu'il y a de nombreux cas où on est sur des logiques de démonstrateurs, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une thématique.
Le courage politique, c'est aussi de passer à l'échelle, et c'est de passer d'une logique de démonstrateur à ce que va faire M. Béchu sur Angers, le déploiement plus global de tous ces services connectés à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'une métropole. Il y a aussi un enjeu ou une thématique ou une nécessité de travailler sur les compétences. Les compétences, qu'elles soient administratives, c'est-à-dire que dans le millefeuille des compétences en France, les villes ne disposent pas de toutes les compétences sur les infrastructures, les équipements qu'elles ont à traiter lorsqu'il s'agit de parler de vision globale. Donc il faut mettre en commun, mettre à l'unisson la thématique des compétences administratives. Mais il faut disposer également en son sein, au niveau des collectivités, des compétences et des capacités à monter ces projets-là. Ce sont des projets globaux, complexes, multimétiers, qui vont intégrer tout un champ de sujets, et donc il faut être armé pour ce faire. Il ne faut pas négliger ce côté-là, c'est extrêmement, extrêmement important. Et le dernier point, c'est la maturité. On ne s'improvise pas grand projet, on ne s'improvise pas à lancer des projets globaux sans avoir été rompu à cet exercice-là, sans être ouvert à travailler en dialogue et en co-construction entre la sphère publique et la sphère privée. Et ce qu'on a constaté dans l'exemple de Dijon que je citerai tout à l'heure, c'est que l'équipe projet côté collectivité a été en capacité de l'idée ça parce qu'elle avait la confiance de son politique et le soutien de son politique, mais aussi avait déjà eu l'expérience de très grands projets d'infrastructure et était rompue à cet exercice-là. Donc ici, 4 éléments clés qui, selon moi, sont les basiques de la recette que chaque territoire aura à mettre en œuvre lorsqu'elle sera intéressée par lancer un projet de ville ou de territoire intelligent. Alors pour quels enjeux ? On peut dire qu'il y a autant de villes intelligentes que de villes. C'est peut-être évident ce que je vous dis, mais c'est tellement vrai, compte tenu de l'héritage que j'évoquais juste avant. Les enjeux, ils sont, pour le coup, certains sont communs à tous les territoires. On parlait tout à l'heure, en préparant l'intervention, de la pression économique que subissent toutes les collectivités. Elle est vraie dans tous les territoires de France. Donc travailler sur quel est mon patrimoine, dans quel état est-il, comment je le connais, je le maîtrise, comment je vais pouvoir mieux le gérer, plus sainement, plus efficacement, est un enjeu qu'on va retrouver dans toutes les collectivités. Réduire ses consommations, réduire ses ressources, travailler davantage en transverse qu'en silo et générer des marges de manœuvre au plan économique, c'est un enjeu qu'on va retrouver dans toutes les collectivités également. Et puis les nouveaux usages qui sont véhiculés par le numérique, par le digital, sur les thématiques de transport, par exemple, sur les thématiques d'objets intelligents, d'objets connectés dans les bâtiments et hors des bâtiments, sont tout autant d'enjeux à développer dans chaque territoire. Le projet d'Angers, typiquement, est très ancré sur l'objet connecté et le végétal. C'est l'ADN de ce territoire-là. Et bien, ce sera l'enjeu, ce sera l'angle que va prendre ce projet dans son développement. Ce sont des projets qui sont extrêmement portés, ou qui peuvent notamment être extrêmement portés sur le développement économique et l'attractivité territoriale. Vous savez que la Caisse des dépôts et consignations a lancé un projet Cœur de ville qui a pour objectif de redynamiser les cœurs de ville en travaillant sur la connectivité, par exemple, en travaillant sur la mise en valeur du patrimoine. Il y a plein de thématiques nouvelles qui sont au cœur de ça. Donc ces projets-là sont des locomotives pour un territoire, pour des externalités positives, pour faire venir des talents, pour faire venir des écoles, pour refaire venir du monde dans les cœurs de ville. C'est extrêmement important. Donc il n'y a pas qu'un volet performance opérationnelle, il n'y a pas qu'un volet technologique et connectivité, il y a aussi la capacité pour un territoire, une ville, de rayonner dans dans l'échiquier actuel et la compétition qu'on voit entre les différentes métropoles de France. Celle qui peut se différencier par un projet de territoire intelligent, par un projet de territoire connecté, va prendre une longueur d'avance dans sa capacité à fédérer et à attirer les talents dans son environnement. Alors si on devait résumer quelque part, d'un point de vue une big picture de la Smart City, ce serait un schéma à peu près comme celui-ci, où vous retrouvez en partie basse notre ville, l'espace public dans lequel on évolue, avec toutes les facilités, tous les équipements, toutes les infrastructures qui, par nature, sont connectées. L'éclairage public devient intelligent, on le gère au point à point, il s'adapte à l'usage, il est gradé en fonction de l'utilisation qui sont faites des voiries. Le trafic est régulé en temps réel, il s'adapte en fonction de comptages temps réel qui sont faits de la circulation. La vidéoprotection, elle aussi, embarque des algorithmes qui permettent de ne pas multiplier le nombre d'écrans et le nombre d'opérateurs lorsqu'on va devoir couvrir davantage une collectivité. Bref, chacune de ces fonctions urbaines embarque de l'intelligence, est connectée et dispose de capacités d'évolution et d'interopérabilité les unes avec les autres.
Aujourd'hui, on le disait, ces fonctions urbaines sont dans quasiment toutes les collectivités de France et de Navarre gérées en silo, une équipe dédiée, des partenaires dédiés, des outils dédiés, et assez peu ou pas suffisamment, selon moi, de communication et d'interaction entre ces services. Mais justement, l'enjeu est de créer les conditions à travailler en transverse, mettre en place des plateformes digitales de collecte de ces données, d'interopérabilité, de contrôle commande, quelque part de gestion connectée de l'espace public, où on va trouver, dans un poste par exemple de pilotage unique, des équipes de la collectivité, des équipes de partenaires privés qui vont co-exploiter l'espace public, partageant les informations des événements qui s'y déroulent, donnant la bonne réponse à un événement particulier qui peut se dérouler. Vous le verrez tout à l'heure dans un film que je vous présenterai. Un événement qui se déroule dans une ville, c'est jamais un seul service qui est concerné, c'est une multitude de services. Et donc si on partage cette information, si elle est diffusée au plus grand nombre, c'est la réponse qui sera apportée qui ne sera que meilleure. Donc rendre quelque part cet écosystème interopérable rend la performance opérationnelle plus importante. Mais c'est aussi un écosystème quelque part de capteurs. Tous ces objets sont autant d'objets connectés qui vont remonter des données dont on peut penser qu'elles ont une valeur. Et du coup, le rôle de la collectivité ici, en tant que patron de la gouvernance de la donnée, si on peut le dire comme ça, c'est de mettre à disposition de son écosystème innovant local la donnée pour voir si on peut tirer parti de cela, en développant de nouveaux services ou en développant de nouveaux usages. Donc c'est une infrastructure qui permettra ou qui permet une fabrique des usages de demain autour de l'utilisation et de la réutilisation de la donnée dans le cadre réglementaire évidemment qui s'impose actuellement. Alors, évidemment, selon moi, un projet comme ça ne se construit pas tout seul et on n'a pas l'ADN ou on n'a pas comment dirais-je, la philosophie de dire qu'on sait tout faire tout seul. Au contraire, un projet efficace se co-construit. Il s'enrichit des complémentarités de chacun. On a vu qu'on travaille sur des thématiques extrêmement variées, qui va de l'eau, de l'assainissement, des déchets, à l'énergie, aux services, aux bâtiments, etc. etc. Donc l'idée de cette slide, c'est simplement d'illustrer qu'un projet réussi ne sera réussi que si on crée ensemble un consortium, alors de réponses côté entreprise, mais en interaction avec la sphère publique, avec la sphère de l'enseignement, avec la sphère de tous les opérateurs publics qui sont intéressés au sujet. Et c'est ce qui a été fait sur Dijon et c'est ce qui est reproduit sur un certain nombre d'autres projets. La force et la richesse des propositions qui sont faites naissent des interactions et de la mise en commun des savoir-faire, des technologies de chacun. Et c'est vrai tout à la fois chez les opérateurs d'infrastructures et de services que nous sommes, tout comme ceux qui viennent du digital ou de l'IT. Ils ont la technologie, on a les cas d'usage. Et la ville a l'expérience de son écosystème et sait comment il agit, il interagit. Donc c'est la mise en commun, c'est un drôle de lapsus, c'est la mise en commun de ces trois univers qui va créer le succès ou la richesse des expériences ou des projets de territoire intelligent qu'on sera amené à développer. Alors, je le disais en introduction, un projet de territoire intelligent doit se vouloir inclusif. Un des exemples de ça, c'est de mettre en œuvre typiquement des laboratoires d'innovation à ciel ouvert au cœur des territoires sur lesquels on va développer ces projets-là. Ça peut être, dans une friche industrielle, de mettre en place une infrastructure permettant à cette friche de renaître, de développer des nouveaux usages liés à la vie nouvelle qu'on veut donner à cette friche industrielle. Si je reprends l'exemple d'Angers, la French Tech ou la Cité de l'objet connecté est située dans un espace où on va pouvoir peut-être retravailler des thématiques autour de l'objet connecté. À Dijon, on va mettre en place un Living Lab au cœur du quartier de l'université où on va fédérer à la fois les chercheurs, les écoles d'ingénieurs et cette infrastructure communicante qui sera finalement un laboratoire à ciel ouvert où les étudiants, les startups pourront aller expérimenter leurs services, expérimenter leurs applications en sortant de leur garage et à une maille assez représentative du territoire. Donc ça permet quoi? Ça permet d'embarquer tout un écosystème local, ça permet de travailler à une échelle qui est représentative de la ville et de créer ce phénomène de locomotive qu'on évoquait tout à l'heure en amenant avec nous tout un écosystème au service de l'innovation et dans une démarche d'inclusion. Alors évidemment, l'image que je viens de dépeindre, elle est extrêmement positive, elle est extrêmement satisfaisante et on se dit que c'est facile. Finalement, il y a quand même un certain nombre de freins qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on s'engage dans un projet de cette nature-là. Le premier,
c'est que ce ne sont pas des projets technologiques. Ce sont casser des silos pour passer d'une logique verticale à une logique horizontale. C'est d'abord et surtout une logique de changement d'organisation, une logique de un changement de la gouvernance de la politique publique et dans la gouvernance des services d'une collectivité. Et ça ne se décrète pas. Le digital facilite les choses, le digital permet de communiquer plus aisément, de partager les informations et d'être plus efficace dans la réponse qu'on va amener quand on est collectivité, en ayant le volet de formation des personnes qui vont être amenées à utiliser ces outils digitaux. Mais l'enjeu, il est surtout d'accompagner les collectivités, les agents, dans ce changement qui est extrêmement profond et qui peut être, s'il n'est pas accompagné, extrêmement douloureux. Donc je pense que c'est le premier frein qu'une collectivité doit bien prendre en compte et doit avoir à l'esprit lorsqu'elle lance ça. C'est comment je vais amener avec moi qui ma population, qui mes services, qui mes élus, pour que cette locomotive soit au sein même de mes services extrêmement puissante. Et pour cela, il faut se doter d'experts ou de cabinets spécialisés qui vont créer le lien entre la collectivité et ses partenaires, qui vont expliquer les apports de ce projet-là pour la collectivité, qui vont expliquer en quoi le travail de chacun sera plus intéressant, à plus forte valeur ajoutée après qu'avant. Et ce n'est pas une gageure, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important et extrêmement clé. Sinon, vous avez les fourches codines des services qui vont se lever et le projet s'arrêtera avant même d'avoir démarré. Donc extrêmement important d'avoir ça à l'esprit quand vous allez démarrer ce projet-là. Et le calendrier de communication est effectivement aussi clé. Communiquer trop tôt, sans avoir accompagné ces équipes dans ce changement-là, peut être un frein. Communiquer trop tard, vous allez être déconnecté de votre équipe et donc ça ne sera pas forcément le bon moment. Donc il faut trouver le bon timing, pas forcément évident, au moment où on va embarquer avec nous, où on est convaincu de là où on veut aller et on va embarquer avec nous tout l'écosystème et tous les agents publics qui vont être autant de sponsors pour le succès, pour la réalisation d'un projet de cette nature-là. Alors concrètement, qu'en est-il ? Je voulais illustrer mon propos à travers deux exemples que finalement tout oppose ou presque. Déjà le projet de Dijon, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est un projet global à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une métropole, qui est un projet avec une vision assez holistique, où on fait tout de suite ou presque, qui est situé donc dans le nord-est de la France. Et puis le projet de Beau-Soleil, à l'extrême opposé, petit projet, modeste, qui part d'une dominante extrêmement simple qui est l'éclairage, avec une approche qui est beaucoup plus step by step, beaucoup plus frugale, où comment je vais lancer une thématique et puis greffer les autres au fil du temps en fonction de mes moyens, en fonction de mes capacités. Mais il y a un point commun, et ça reboucle avec mon propos initial, c'est que dans ces deux cas, on a une personne, le maire en l'occurrence dans les deux cas, le président-maire dans les deux cas, qui a une vision et qui se donne les moyens et l'ambition pour mettre en place cette vision. Donc c'est le trait d'union entre Dijon Métropole et Smart Beau-Soleil, si je devais le dire comme ça. Alors Dijon Métropole, c'est le premier projet de Smart City à la française qui a été lancé. Premier pourquoi ? Parce qu'il embrasse tout un territoire. Donc c'est une métropole, 24 communes, plus de 250 000 habitants, donc déjà par sa taille. Et vous allez voir juste après, premier parce qu'il embarque un certain nombre de fonctions urbaines, une douzaine de fonctions urbaines. Et c'est le premier projet qui n'est pas un démonstrateur à l'échelle de ces thématiques-là. Au contraire, c'est un marché public de conception, réalisation, exploitation, maintenance, qui a fait l'objet d'un dialogue compétitif qui a duré 2 ans. Qui a duré 2 ans. Donc c'est un moment où on est en interaction avec la collectivité, il y a une expression de besoin qui est formulée, et à fonction des réponses qui sont faites, elle s'enrichit des réponses des candidats, et les candidats comprennent mieux où veut aller la collectivité. Donc premier par le fait que voilà, un vrai marché qui se lance sur cette thématique-là. Comme je le disais dans mon lapsus, c'est un marché qui va durer 12 ans. C'est-à-dire qu'on va créer dans cette phase de déploiement initial les conditions A, l'infrastructure, les objets connectés, on va rénover un certain nombre d'équipements, mais on va surtout les exploiter, les maintenir et les renouveler dans la durée pour garantir et maintenir la qualité du service dans la durée et permettre l'évolution des systèmes qu'on aura déployés ou développés initialement. Alors ces systèmes, quels sont-ils ? Il s'agit, sur le projet de Dijon, de concevoir, réaliser un poste de pilotage connecté qui va superviser et exploiter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'ensemble des infrastructures et des équipements que vous voyez sur la slide. Chacun de ces équipements et chacune de ces infrastructures va être
renouvelés ou déployés, dans certains cas de figure, pendant les 12 ans du marché. Initialement, on va déployer le poste, on va déployer le réseau de fibre optique qui va ceinturer la collectivité, donc qui va créer ce backbone permettant de remonter la donnée, et qui va interconnecter tous les équipements qu'on va installer ou développer ou rénover dans la durée. Donc c'est un projet qui est unique parce qu'il est global sur un certain nombre de thématiques. Elles sont urbaines, mais pas que. Vous voyez qu'il y a également des thématiques de bâtiments. Donc on va également superviser les infrastructures bâtimentaires et également géolocaliser un certain nombre d'interventions pour améliorer la performance opérationnelle. D'où est parti ce projet? Eh bien, il est parti des services techniques. Il est parti d'un besoin initial ou d'une feuille de route qui était réalisons des économies. Réalisons des économies de fonctionnement tout en maintenant la performance ou en améliorant la performance opérationnelle et le service qui est rendu aux habitants. Donc ça, c'était la feuille de route. Et comment faire ça? Eh bien, en sortant d'une logique de silo et en mettant en œuvre un projet multimétier, un projet très transverse, très pluridisciplinaire, où on va choisir un acteur unique ou un consortium qui va embrasser toutes ces thématiques-là sans multiplier quelque part les structures de pilotage. Et progressivement, une fois que la preuve de la possibilité de réaliser ce type de poste de pilotage, d'hyperviseur urbain avait été faite, eh bien, on a, pendant la phase du dialogue, échangé davantage sur le développement des nouveaux usages, sur la donnée, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, etc., etc., l'attractivité du territoire. Mais c'est bien un projet qui est parti d'un socle infrastructurel, d'un socle technique, pour aller vers des thématiques plus politiques, si je devais l'exprimer ainsi. Alors ici, pour illustrer mon propos, une vidéo de quelques minutes qui résume finalement les apports d'un projet ou d'une organisation nouvelle comme celle que nous allons mettre en œuvre, que nous sommes en train de mettre en œuvre à Dijon, tant pour la personne publique dans la réponse qu'elle va apporter à un événement que pour les administrés, les usagers que nous sommes lorsque quelque chose se déroule dans l'espace public. You know
Les mauvaises langues diront que le seul élément de science-fiction du film, c'était le 4e but de Dijon à la fin du film. Et en fait, non. C'était une des rares fois où Dijon avait marqué 4 buts dans le championnat de France, en battant d'ailleurs la ville de Lyon sur un terrain de foot et non pas sur le terrain de la Smart City. Donc voilà, résumé quelque part les apports d'un projet comme celui-ci, avec ce côté ange gardien de ces opérateurs, qui publics, qui privés, qui vont prendre soin tant des infrastructures que de nous-mêmes lorsque quelque chose se déroule dans une ville, que cette chose soit planifiée comme un match de foot qui est un moment sympa mais qui nécessite une organisation, ou moins planifiée lorsqu'il s'agit d'un événement type accident ou panne diverses et variées. Donc si on change de région de France et si on s'intéresse à Beausoleil, donc Beausoleil, c'est une plus petite ville qui fait 18 000 habitants dans le sud-est de la France et qui a lancé il y a quelques temps de ça un marché plutôt simple, plutôt modeste, de rénovation de son éclairage public, de rénovation de son éclairage sportif, comment dirais-je, d'illumination festive, enfin, quelque chose d'assez classique dans nos métiers, et pour lesquels on a fait une réponse efficace, efficiente, sur des thématiques de rénovation avec de la LED, de gradation également de l'éclairage public. On atteint des économies d'énergie extrêmement importantes, extrêmement intéressantes. Mais on a voulu aller plus loin quelque part parce que l'éclairage public a cet avantage que d'être très capillaire. Il va dans toutes les rues de toutes les villes, il passe quasiment devant toutes les maisons et vous avez un émergent de voirie, un point haut, à peu près tous les 15 mètres. Donc on crée, ce faisant, une infrastructure qui à ce stade n'est utilisée que pour faire de l'éclairage, mais qui peut être utilisée pour convoyer et transporter de la donnée si on transforme ce réseau d'éclairage passif en réseau intelligent. Et c'est ce qu'on peut faire en déployant des technologies de CPL particulièrement, et avec un outil qui s'appelle Citybox, si je devais citer le nom. Eh bien, on est parti de cette thématique extrêmement simple en se disant, ou en proposant au maire, eh bien, vous rénovez quelque chose, rénovez-le, en créant les conditions au développement de nouveaux services demain. Et donc, cette infrastructure-là permettra demain de porter le développement de la vidéoprotection urbaine, de porter le développement de bornes Wi-Fi dans le cœur de ville, parce que c'est la thématique, de porter le développement de sonorisation urbaine, de postes de recharge pour véhicules électriques, etc., etc., etc. Donc, on est parti de quelque chose d'assez simple, assez basique, et en proposant au maire d'aller plus loin, en capitalisant de manière peut-être frugale sur la thématique de l'éclairage public. Et donc le maire a souscrit à cette idée, vous l'imaginez bien, et s'est dit que, on va partir comme ça, petit à petit, brique après brique, et son ambition, c'est d'intégrer d'autres thématiques urbaines en travaillant sur des bornes, en travaillant sur la reprise de ces escalators, parce que c'est une ville qui est assez vallonnée, ces ascenseurs urbains, la collecte des déchets également, et de créer quelque part, à l'instar de Dijon, mais de manière beaucoup plus modeste, beaucoup plus progressive, un écosystème, une plateforme de gouvernance et de gestion de l'espace public, en partant de peut-être plus loin que Dijon, en mettant peut-être un peu plus de temps que Dijon, mais en se dotant des moyens au gré des exercices budgétaires annuels. Donc voilà finalement deux projets, l'un holistique et global, l'autre progressif et basé sur une dominante extrêmement simple qui est l'éclairage public, qui vont converger vers une efficacité opérationnelle, la mutualisation des infrastructures et un meilleur service quelque part rendu aux habitants, rendu aux usagers. Alors en conclusion, je pense qu'on est dans le temps, quelques mots-clés pour résumer mon intervention de ce matin. C'est évidemment, c'est ce que je disais d'ailleurs en introduction, ces sujets-là sont des succès que s'ils sont inclusifs. Inclusifs des citoyens, inclusifs de l'écosystème local, qu'il soit estudiantin, qu'il soit universitaire, qu'il soit des startups. Bref, il faut emmener avec nous le plus de monde possible si on veut que ce soit un succès, si on veut passer par-delà les résistances qu'on peut imaginer en interne. Ces projets sont sur mesure. Certains, par le passé, ont essayé de créer un modèle et de le répliquer d'un territoire à l'autre en l'imposant quelque part au territoire. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'identifier les forces de ce territoire, les axes d'amélioration de ce territoire, et de capitaliser là-dessus et de bâtir la juste réponse aux besoins qui est exprimé, voire aider à exprimer ce besoin. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est dans la co-construction, dans la communication, dans l'interaction avec la personne publique que ces projets-là vont se bâtir et vont se bâtir efficacement. Et le dernier point, c'est certainement le plus important, c'est l'accompagnement au changement, c'est le dialogue avec les services de la collectivité, c'est les emmener avec vous et avec nous sur ce chemin
qui n'est peut-être pas si simple, mais qui est extrêmement enthousiasmant, de la Smart City. Et juste après la conclusion, peut-être un point d'ouverture, une fenêtre ouverte sur la thématique de la data. On va pas s'approfondir dans ce débat-là aujourd'hui, mais tous ces sujets-là suscitent de l'intérêt. Et la data dans tout ça. Certaines villes ont lancé des projets d'open data très très vite, peut-être parfois trop vite, en mettant tout un tas de jeux de données dans des plateformes open data. Mais il y a un dicton en anglais qui dit garbage in, garbage out. Donc quand on met quelque chose de piètre qualité en entrée, on a quelque chose de piètre qualité en sortie. D'autres collectivités se sont posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas le nouvel or noir, est-ce que je ne vais pas pouvoir me faire des fortunes en commercialisant mes données publiques. Sauf qu'il y a un cadre réglementaire qui permet de ne pas tout faire. Donc notre partie aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut poser une vraie stratégie de gouvernance de la donnée à l'échelle des territoires et à l'échelle des villes, se poser les bonnes questions, signer une charte de gouvernance de la donnée qui détermine les jalons, les étapes clés, ce vers quoi on va passer, ce qu'on peut se permettre versus ce qu'on ne peut pas se permettre, et d'aller progressivement vers peut-être la création de nouveaux modèles juridiques demain qui permettront, qui sait, de commercialiser des services nouveaux autour de l'utilisation de la donnée. Merci beaucoup pour votre attention. Si. Merci, Michael. Alors, on a quelques minutes pour un petit jeu de questions-réponses. La première, donc, c'était sur les datas, ça tombe bien, vous venez d'y répondre. La deuxième, c'est le coût. Vous êtes très discret là-dessus. Ça coûte combien si on est maire d'une commune de 200 000 habitants et qu'on fait appel à vous? Je vais vous faire une réponse de Normand en territoire breton. Non, je ne vais pas faire ça. C'est difficile de parler de coûts pour tous les projets. Je peux vous parler d'un projet que je connais bien, c'est celui de Dijon. Dijon, c'est un projet global qui coûte 105 millions d'euros. Alors, d'ailleurs, 105 millions d'euros. Sur les 12 ans. Sur les 12 ans. 105 millions d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais 105 millions d'euros, ça se répartit à peu près à 50-50 entre la part d'investissement et la part de fonctionnement. Investissement, c'est-à-dire qu'on va quand même rénover l'ensemble du parc d'éclairage public, on va déployer une boucle optique sur l'intégralité du territoire, rénover l'ensemble du parc de vidéoprotection, reprendre toute la régulation du trafic. Bref, c'est un projet d'infrastructure et de rénovation des équipements urbains. Donc ça dépend des territoires. Il y a des villes qui ont des parcs d'équipements d'extrêmement bonne qualité, donc cette part-là sera moins élevée. À l'inverse, la part de fonctionnement, elle consiste à exploiter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est aussi dans les 105 millions. Exactement. Et à maintenir pendant 12 ans, avec un niveau de performance attendu, sur des temps d'intervention, sur des temps de rétablissement, sur de la disponibilité des équipements. Donc voilà, il y a du challenge par rapport à ça. Et donc c'est le rassemblement, quelque part, de tous les budgets de fonctionnement que la collectivité pouvait avoir avec tous ses partenaires sur les thématiques urbaines que je citais tout à l'heure. Mais ça fait penser à la sortie du contrat. Je suis désolé de vous en parler, mais en voyant le film, on peut se demander si la ville de Dijon, elle n'est pas pieds et mains liée. Alors c'est un peu la question qui fâche. Est-ce que ce sera facile pour elle si elle souhaitait dans 12 ans sortir du contrat, alors que vous lui avez amené un dispositif et un système que vous êtes en fait le seul à maîtriser, et si un de vos concurrents venait, il le ferait autrement? Alors, il y a deux réponses à ça, au moins deux. Déjà, vous l'avez vu dans le film, et c'est la philosophie, on est dans une démarche de co-exploitation de l'espace public. C'est-à-dire que ce n'est pas une externalisation de la gestion des services publics d'une collectivité. On est à côté de la collectivité lorsqu'il s'agit d'exploiter... La tour de contrôle qu'on voyait, c'est une tour de contrôle où il n'y a que vos collaborateurs? Non, il y a des collaborateurs de la collectivité, de Bouygues Énergie et Services et de ton consortium, et d'autres délégataires. Le délégataire de transport sera à côté de nous également. Donc on est comme ça dans un grand cockpit avec beaucoup d'ambition où la communication ira bon train entre les uns et les autres. Donc on exploitera ensemble l'espace public. L'autre élément, c'est qu'évidemment, à la fin de ce marché, on crée les conditions de sortie pour s'assurer que la collectivité pourra continuer d'exploiter demain. Donc il y a une réversibilité à la fois des systèmes et une réversibilité, on pourrait dire, opérationnelle, où on va progressivement donner le manche à la collectivité et ses agents, si c'est son choix, pour reprendre demain l'exploitation de tous ces équipements. Donc ce n'est pas un Brexit à ce moment-là. Si vous partiez, ce n'est pas du jeu. Non. Vous préparez en fait aussi cette fin de contrat. Et tous les développements qui sont faits, s'ils sont spécifiques, sont la propriété de la collectivité. Donc voilà, on crée les conditions à ce qu'elle ne soit pas pieds et poings liés et à la fin de ce marché qui est certes long, elle puisse reprendre par elle-même ou avec d'autres titulaires et délégataires l'exploitation de ses propres équipements. J'imagine aussi que dans la salle, il y a pu avoir un sentiment un peu de peur
dans le film, au début, on trouve ça très appréciable. On se dit, tiens, voilà, le gars, il est avec son téléphone, il prévient qu'il y a un accident. Et c'est au moment où la caméra arrive, et puis la caméra qui fait la connexion, et puis on se demande même si la caméra n'a pas suivi le gars jusqu'au stade, et on se dit, mais ils savent tout de nous. Donc tout à l'heure, je vous disais chef d'orchestre, mais vous êtes toute la journée derrière vos écrans à surveiller ce que font tous les Dijonais. Alors déjà, c'est la police municipale qui surveille les caméras. Nous, opérateurs privés, ne sommes pas autorisés à regarder les caméras de vidéoprotection. Mais derrière la Smart City, il y a cette question-là, de la protection, de la vie privée. J'imagine que vous avez travaillé sur ces questions. Le cadre réglementaire français est extrêmement clair par rapport à ça, et la CNIL permet des choses et ne permet pas d'autres choses. Donc là-dessus, on n'est pas en Asie, on n'est pas en Chine. Nous, on ne peut pas voir les flux des caméras de vidéoprotection. Seuls les agents assermentés peuvent le faire. Mais au contraire, moi, je changerais le paradigme en disant que grâce à l'algorithme qui va sensibiliser l'opérateur de police municipale sur le fait qu'il se déroule un événement de type accident, ou le fait qu'on a un cri ou un coup de feu dans telle zone, et qui va amener le flux vidéo à son attention, c'est un élément de satisfaction pour nous usagers que de se dire que quelqu'un va pouvoir être sensibilisé le plus tôt possible et va pouvoir apporter la meilleure réponse possible lorsqu'il va se passer quelque chose. Et on ne va pas être sur une logique d'une patrouille vidéo qui va passer d'un endroit à l'autre et qui va peut-être rater l'événement en question. Donc c'est plutôt l'intelligence et le digital au service d'un meilleur bien-être aux citoyens et d'une sécurité renforcée pour qu'on se sente mieux dans nos villes. Dernière question, on avait l'impression quand même aussi d'un work in progress. Vous disiez 2 ans de discussion, le déploiement est encore en cours. Calendrier de déploiement, c'est sûrement quelque chose d'important aussi. Oui. Vous n'avez pas tout mis au début. Oui, comment vous gérez ça? Alors, work in progress, déjà, vous l'avez dit dans la phase de dialogue, où il y a eu l'expression d'un besoin qu'on a compris. On a fait une réponse, ils ont compris notre réponse, et finalement, on a affiné quelque part et le besoin et la réponse à la question qui était posée. Donc ça, c'est extrêmement important que de se donner le temps dans l'échange. Je ne pense pas qu'il y ait dans certaines villes le cahier des charges type clé, in fine, picobello de ce qu'on voudrait mettre en œuvre. Donc il faut laisser la place à l'échange. Et d'un point de vue du calendrier de déploiement, donc Dijon, le poste de pilotage connecté, donc cette partie visible de l'iceberg, là où on va opérer les fonctions urbaines, sera mis en service au cours du premier trimestre de l'année, probablement autour du début du printemps. Et là, on va pouvoir commencer à exploiter de manière transversale l'espace public. Et ça, c'est permis par la mise en œuvre concomitamment du socle infrastructurel, donc les réseaux haut débit, la connectivité, le déploiement de la régulation de trafic à l'échelle de la ville. Donc les premiers jalons, c'est ça. C'est le poste de pilotage connecté, son réseau connecté, la mobilité qui est retravaillée. Et après, progressivement dans le temps, dans les 12 ans, on va rénover les équipements et les infrastructures qui n'étaient pas forcément nécessaires de rénover initialement, mais on va lisser quelque part cette charge budgétaire dans la durée. Et ça, c'est un élément de réflexion que les collectivités doivent avoir, c'est qu'est-ce que je dois mobiliser comme nécessité d'investissement au démarrage et qu'est-ce que je peux lisser dans la durée pour pouvoir ménager le sujet. Dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Votre élément de fierté aujourd'hui, à la fois dans ce projet ou dans l'évolution de Bouygues Energy Services sur ces questions de Smart City, il y a sûrement quelque chose d'un peu plus personnel là-dedans, vous pouvez peut-être nous dévoiler? C'est une extrêmement belle aventure humaine. Mettre en commun ses expertises, mettre en commun ses savoir-faire. Quand on vient d'horizons différents comme les entreprises d'énergie, d'environnement, d'infrastructure et autres, et savoir quelque part créer l'alchimie, créer les conditions au service d'une collectivité, au service de ses usagers, ouais, c'est extrêmement... Il y a un joli sourire là. Il y a un joli sourire. Ouais. Très bien, mais merci à toutes et à tous. Et donc, je ne sais pas quelle est la prochaine conférence, mais il y en a une à 14 h, je crois. Et sinon, vous avez une centaine d'exposants qui vous attendent sur Digital Change. Merci, Michael, de cette intervention. Merci à vous, merci à tous.